Merci à vous d'être là et merci à ceux qui vont pas tarder à arriver. J'ai reçu un mail, ils sont dans les transports. Merci Aurélie. Je ne sais pas exactement comment on procède, mais je pense qu'on a prévu donc quelques images. Aurélie a beaucoup d'arguments qu'elle va livrer un peu pas en surplomb, mais en entrelacs du travail. Et puis elle a produit le texte pour la publication qui sortira bientôt. On ne sait pas exactement encore, mais en tout cas bientôt. Moi aussi, je voulais remercier Eddy, la galerie, l'équipe du Centre d'art pour ce compagnonnage. Alors, j'insiste sur le nom, puisque c'était une deuxième rencontre avec Bernard Calais. On s'était rencontrés pour la première fois dans son atelier à Tours en 2018, je crois. C'est possible. Et ce mot de compagnonnage, il est important dans la façon dont moi j'envisage la critique d'art. Hein. C'est un chemin sur lequel on accompagne un artiste pour une exposition en l'occurrence et pour ce temps de rencontre. C'est un chemin qu'on fait à travers sa propre pensée, ce qui pour lui fait référence, bien sûr en tant qu'individu et en tant qu'artiste, ce qui l'engage et qui dans ce moment-là m'engage également. Et le mot compagnonnage, il veut dire partager le pain. Le compagnon, c'est le copain, celui avec qui on partage le pain. Et le pain, c'est du blé, c'est une céréale et c'est du végétal. Et ça me paraissait important de souligner ce parallèle avec le travail plus spécifiquement déployé pour cette exposition, même si, et c'est ce par quoi on va commencer, le végétal a déjà été non seulement présent, mais aussi important, mais aussi significatif. Il faisait déjà signe dans des œuvres bien antérieures à celles qui ont été produites pour cette exposition à la Galerie Fernand Léger. Eh bien, rentrons dans le dur. Elle était même discrète, déjà récurrente. Ça, c'est une œuvre qui s'appelle Pavillon témoin. Donc, je m'intéressais à l'époque... peut-être... J'étais photographe, en fait, au départ. Et donc, je m'intéressais plutôt à l'image. Et j'étais... impressionné par ces petites constructions qui sont entre ville et campagne, qui sont plutôt dans les zones industrielles ou commerciales plutôt, entre des buttes, Conforama et autres marques. Ces petites constructions comme ça qui font parfois aussi de villages de pavillons témoins. Donc il y a les promoteurs construisent ces petites maisons et ces maisons en fait ne servent pas d'habitat, ce sont des images d'architecture puisque les gens viennent, visitent comme à Disneyland, visitent cette architecture et le lopin de terre qu'ils auront ensuite pour fixer cette maison. Donc ce qui m'intéressait là, c'était que c'était une image, mais une image qui était tridimensionnelle. Donc il y a un paradoxe, puisqu'une image, on le sait, elle est bidimensionnelle. C'était inscrit sur du verre, c'était le verre fait écran, et dans l'ouverture, c'est-à-dire que la mise en espace de cette pièce, c'est à la fois un mur, on a une ouverture, et le verre, je ne sais pas si vous voyez, il est entre l'intérieur et l'extérieur. Et j'ai relu cette pièce en fait pour la conférence et je me suis dit c'est drôle parce que la notion d'écran était déjà présente. C'est une œuvre de 1990. Voilà, merci. Et le spectateur aussi se reflétait puisque dès qu'il y a du vert et quelque chose de sombre derrière, il y a un effet miroir qui était efficace. Donc en tout cas ici. Cette maison a été prise entre, si mes souvenirs sont bons, entre Châtellerault et Poitiers et était effectivement inscrite comme ça directement sur le territoire, donc avec ce petit lopin de terre. On voit quelques aménagements autour. Après, tu interviens quand tu... Ensuite, autre pièce importante. Je sortais de l'école ou à peu près, et Dominique Marchès qui s'occupait du lieu
du Centre d'art de Vassivière m'appelle et me dit voilà, j'ai envie de... Oui, il faut que je parle devant le micro. Et Dominique Marchès donc m'appelle et dit voilà, je donne une chance à des jeunes artistes. J'ai pensé à toi. Voilà, est-ce que pense un projet pour l'île de Vassivière. Et ce qui m'a intéressé là, c'est que on est en pleine forêt. Il y a le statut de ce territoire a changé, puisque en 1956, je crois, EDF fait un barrage. La vallée est inondée et sort de l'eau une île qui s'appelle donc maintenant île de Vassivière et qui est devenue un jardin de sculpture. Alors là, c'est vraiment cette histoire de le spectateur donc, ou le promeneur traverse le pont et arrive sur cette île. Donc il y a cette expérience de l'eau sur laquelle il marche ou à peu près, et il se retrouve dans cette forêt de conifères, puisque autrefois c'était des parcs d'animaux, puisque la race limousine est importante en Limousin. Et l'ONF plante des conifères, donc on arrive dans un site qui est hyper sombre, pas beaucoup de lumière. Là on est à peu près au sommet de l'île, mais pas tout à fait. On n'a plus du tout de vision de l'eau, plus de contact avec l'eau. C'est-à-dire que l'eau, on l'a en souvenir. Il y avait une micro-clairière, et ce qui m'intéressait beaucoup, c'est que ici, vous apercevez ici un petit muret qui était témoin des anciens parcages des bestiaux, enfin des vaches autrefois. J'ai construit donc cette sculpture avec un miroir. C'est du marbre qui a été poli et qui redonne cette histoire d'eau, puisque à l'intérieur, enfin, la vallée ayant été inondée, 8 hameaux ont été engloutis et sont marqués très faiblement sur les pierres de coin les hameaux, le nom des hameaux qu'on aperçoit un tout petit peu. Voilà, cette pièce a été restaurée il n'y a pas longtemps. Ce qui me paraissait très intéressant dans le fait de montrer cette autre sculpture donc de 1990, c'est effectivement cette notion d'écran qu'on retrouve de nouveau, écran miroir dans lequel se reflète la végétation. On a le sentiment comme ça, alors maintenant Bernard vous en a dit déjà un peu, mais on pourrait avoir le sentiment d'être en pleine nature, alors qu'en réalité c'est une nature artificielle à double titre. Premièrement parce qu'on se retrouve sur une île, ce qui implique quand même des modifications du milieu vivant, alors que ce n'en était pas une. Donc intervention humaine qui crée une île à partir d'un territoire qui n'en était pas un. Et deuxièmement, parce qu'on a replanté avec des espèces végétales, donc, en l'occurrence des conifères, qui n'étaient pas présents à cet endroit précis. Donc double artificialité, mais pour autant, l'homme a là redonné sa place à la nature, tout en préservant la possibilité d'intervention, en l'occurrence artistique, qui, toutes dans ce parc de sculptures, ont un lien avec la question de la nature et artificialité, naturalité. Non, effectivement. Du reste, quand il y a eu la tempête en 85, ça a perturbé un tout petit peu le parc de sculpture. Et en 99 aussi. Ou 99, ouais, je ne sais plus. Ouais, 99. Ouais, les deux. Les deux. Je crois que les deux ont été... En tout cas, moi, la clairière a été beaucoup plus nette après l'ouragan. Ça, c'est une pièce qui s'appelle Tapis, qui est à Alençon et qui a été une commande dans le programme des nouveaux commanditaires de la Fondation de France. Pour cette commande, alors c'est peut-être cette image-là qui sera la plus probante. Cette image a été prise, donc c'est un SDIS. SDIS, c'est service de secours d'incendie départemental, SDIS, service départemental d'incendie et de secours. Ce sont donc les pompiers. C'est un bâtiment tout en longueur, pas d'entrée principale. Et quand j'ai visité ce lieu, tout était en chantier et donc il n'y avait absolument rien devant ce bâtiment. Donc on m'a demandé de réfléchir donc à un projet artistique et j'ai pris la casquette en fait d'artiste, d'aménageur et de botaniste, puisque
j'ai signifié l'entrée principale par cette passerelle. Qui dit pompier dit eau, et donc il y a deux bassins qui sont là aussi un écran dans le bassin supérieur qui se déverse dans le bassin inférieur. Oui, ça c'est de nuit, donc il y a c'est peut-être plutôt cette image, voilà, qui est importante, où là on voit bien les deux bassins. Alors moi j'ai une image de contrôle là, c'est pour ça que je regarde pas l'écran. On voit les deux bassins et puis étaient disposés dans ce maillage de caillebotis à la fois des petits volumes qui étaient une réminiscence des maisons télé qu'on verra peut-être un peu plus tard. Et surtout, donc, il y avait la présence effectivement de végétaux voilà, dans ce parc. Et puis, j'aime bien jouer avec les mots et les lettres. Et donc, j'avais détaché le mot secours avec le mot cours ou course. On pouvait le lire dans plusieurs sens. Donc là, effectivement, les végétaux étaient présents. Même si ce n'était pas le fond, mais enfin voilà, ça faisait partie intégrante du projet. Et le jeu extrêmement précis, minutieux, avec l'architecture du lieu, et en l'occurrence, encore une fois, un effet de miroir, et donc une forme d'écran où se projettent en tout cas des images et des mouvements. Ouais. Cette installation s'appelle Panorama. C'est au FRAC Alsace et c'est en... Panorama, ouais. 2003. 2003, merci. Donc on voit, donc j'ai joué en fait là enfin plusieurs niveaux. Il y a à la fois un dispositif fait avec des moquettes qui reprennent un peu la vision qu'on a quand on survole des champs vus d'avion. Où j'ai joué avec les différentes couleurs de moquettes, lapsus, voilà, où on retrouve donc la disposition de champs de blé et autres. Et puis, alors, il y avait un petit truc caché, c'est-à-dire qu'une des moquettes, j'avais repris précisément 9 mètres carrés, qui est à peu près la taille d'une chambre. Voilà. Mais c'est des petites choses comme ça qu'on s'invente pour s'amuser. Il y avait un autre niveau, donc paysage, donc vue d'avion, un autre type de paysage que sont ces structures en acier qui sont... de même que je photographiais des pavillons témoins comme des images tridimensionnelles, là pour le coup c'est les images tridimensionnelles qui sont fabriquées par des logiciels, les systèmes filaires, que j'extrayais du logiciel pour les faire figurer dans l'espace d'exposition. Et puis il y avait 7 moniteurs au sol dans lesquels étaient diffusés ce qu'on appelle des paysages d'événements. Vous voyez, quand aux actualités, quand il y a une catastrophe, parce que c'est souvent le cas qu'on nous montre, en tout cas à la télé, pendant les journaux télévisés, j'ai extrait tous les mouvements de caméra. C'est-à-dire, dès qu'il y a un zoom, dès qu'il y a un tout petit panoramique, dès qu'il y a juste le mouvement par mouvement, ce qui fait qu'il y avait des plans qui duraient, je sais pas, 2 secondes, et puis je crois que le plus long plan, c'était 6 secondes. Entre ces plans-là, donc je redécoupais, je supprimais les speakers ou journalistes, et je mettais un écran noir qui avait toujours la même valeur de temps. J'appelais ça comme une sorte de phare d'événements. Chaque moniteur diffusait donc j'ai décortiqué je ne sais pas combien d'heures de journaux télévisés. Je me suis aperçu du reste qu'ils étaient quand même filmés de façon pas très intéressante. Mais donc il y avait une succession comme ça d'images qui provenaient d'un peu partout dans le monde. Et le son, c'était simplement des bruits comme il ne va pas aimer Jean-Michel, mais... comme ça. Donc c'était des bruits qui venaient un peu réveiller ce mouvement un peu lancinant de lumière, écran noir, lumière, écran noir, lumière, écran noir.
Voilà, donc voilà, le spectateur déambulait dans ces... Donc là, effectivement, Panorama ramenait l'idée d'une géographie mais qui était plus artificielle pour le coup, avec des références naturelles, puisque les images projetées venaient vraiment d'actualité et de vrais paysages. Et on voit déjà ce travail sur la couleur pour pouvoir non pas représenter le végétal, mais en initier une représentation mentale et en suggérer aussi des vues en plongée, ce qu'on retrouve ensuite à différents égards dans ton travail, et notamment pour cette exposition Entre-là. Également, ces formes qui reprennent l'idée d'une géographie avec des courbes de niveau, mais qui peuvent aussi figurer une grotte, c'est-à-dire le degré... Si le degré 0 de l'architecture, c'est juste l'empilement, là, on est au degré -1, c'est-à-dire l'architecture naturelle, le premier abri possible pour l'être humain. Et ce rapport entre la végétation de culture agricole, donc totalement plane, et au contraire, ce qu'on peut imaginer comme être une géographie minérale, avec des empiècements, des moments où la plaine se retrouve grignotée par la montagne, ou le contraire, une sorte de combat entre la nature naturante et puis la nature cultivée, artificielle. En tout cas, il existait déjà une notion d'entre-là entre les différents systèmes de représentation et les différents systèmes d'éléments. Et d'échelle. Donc voilà, une autre vue. Là, peut-être on voit mieux les moniteurs. Ça, on peut passer. Là c'est vraiment peut-être qu'on développera plus, mais parce que c'est très lié en fait à la pièce qui s'appelle Entre-là, qui est dans l'exposition, qui est peut-être plus... et puis peut-être aussi parce que l'exposition s'appelait Faire chantier. Oui, Faire chantier, t'as raison. Et que pour une exposition qui s'appelle Faire chantier, proposer une œuvre qui s'appelle Végétation, et où effectivement on voit un entrelac de feuillage, de branchage, dont on ne sait pas d'ailleurs s'il s'agit d'arbustes ou de frondaisons. On n'est pas tout à fait certain si c'est une vue en plongée ou au contraire en contre-plongée. Voilà, ça semblait assez intéressant. C'était une œuvre de 2017. Ouais, contre-plongée. Et l'impression a été faite sur un matériau que j'utilise fréquemment, qui est du Viroc, qui est une sorte c'est un aggloméré qui est chargé en ciment. Donc c'est un matériau totalement artificiel. Cette pièce s'appelle Soudain. 3 points de suspension, virgule. L'année, c'est 2008. 18. Je savais qu'il y avait un 8. Cette pièce a été créée à Metz dans une église qui s'appelle les Trinitaires. J'ai utilisé alors ce Soudain arrive et est vraiment une pièce qui est peut-être la genèse lointaine de ce des pièces qui ont été produites ici. Donc j'utilise à la fois des tubes fluo, que les gens appellent néons, mais le vrai nom c'est tube fluo. Ce qui m'intéresse dans les tubes fluo, c'est que les néons, vous savez, c'est ce qu'un néoniste fabrique en chauffant et en travaillant le verre. Il met du gaz ensuite et on fait n'importe quelle forme. Là, les tubes fluo, c'est un objet standard. C'est-à-dire qu'on va acheter un tube de 60, on va acheter un tube de 120, etc. Donc il y a quelque chose de très de standard. Je le dispose de sorte qu'on puisse recréer mentalement un plan d'une maison, sans doute, d'une architecture en tout cas. Le dispositif est un tout petit peu surélevé, je crois que c'était 15 cm ou 18 ou 20. Et ensuite, dessous, comme un paysage est représenté avec des pierres vraiment de Metz. C'est la pierre de Jaumont, qui est un calcaire chargé
de fer, ce qui fait que quand c'est magnifique, hein, quand le soleil descend, cette pierre prend la lumière et devient dorée. Donc c'est une pierre qui est vraiment une pierre du lieu, comme les pierres que j'ai utilisées aussi ici sont des pierres pas tout à fait d'Ivry, mais vraiment juste à côté. Donc il y a aussi cet ancrage, comme à Vassivière du reste, hein, la pièce sans titre, c'était aussi du granit qui avait été pris sur place. Sauf le miroir poli qui venait, lui, d'Afrique du Sud. J'étais pas très fier parce que c'était au moment de l'embargo. Enfin bon, voilà. Enfin, en tout cas, c'était des vieux stocks qui existaient. Donc, bref. Et donc, la pierre, ce qui m'intéresse dans la pierre, c'est que c'est un élément qui a... qui est en fait notre origine. Enfin, une pierre, c'est par définition, c'est du temps. C'est-à-dire quand on prend un caillou, on a du temps dans la main. Je pense que tu y viendras à un moment donné ou à un autre, mais la pierre vient du chaos, la formation de la terre. Des argiles se sont formées, des bactéries ont donné naissance à des végétaux, et les premiers végétaux sont les lichens ou les bryophytes, donc les mousses, qui sont aussi utilisées dans cette installation. Et ce qui est, le dispositif de cette installation était que la mousse, en fait, devenait peut-être à l'équivalent d'une pièce d'eau. Alors, je suis obligé de me tourner. C'est-à-dire qu'on avait vraiment l'impression aussi d'une géographie à différentes échelles. C'est-à-dire que soit c'était un territoire qu'on aurait pu voir de très haut. Quand on se rapprochait, c'était d'autres détails, puisqu'il y avait la mesure de la pierre, il y avait la mesure de la bryophyte, il y avait la mesure, bien sûr, du tube. Souvent, il y a un jeu comme ça d'aller-retour entre des visions de haut. C'est-à-dire qu'on pourrait s'imaginer, quand on voit une image d'un globe, on pourrait avoir ce type de représentation, enfin sans les fluos. Mais de près, on voit vraiment qu'il y a un parcellaire, il y a une composition, en tout cas, entre ces deux éléments, entre du vivant et du minéral. Je m'exprime assez mal, mais j'espère que qu'on me comprend. Ce qui est aussi intéressant, c'est le parallèle qu'on peut faire avec l'œuvre que vous avez pu voir ici, qui s'appelle Entrelacs, donc du même titre, du même nom, pardon, que l'exposition, ou du même titre d'ailleurs, puisque les tubes de néon sont des effets lumineux qui reproduisent une architecture, comme les LED qui se trouvent sur cette structure de cuivre. Et donc c'est une maquette qui, au lieu d'être présentée comme une maquette, n'en est plus vraiment une, puisqu'elle est présentée au mur sur un fond qui est une photographie de branchage, donc d'éléments végétaux imprimés sur du papier vert de fond de cinéma. Et outre cette question de l'entrelac, donc entre la nature, la construction, mais aussi cette idée d'attente ou cette possibilité de, si ce n'est de symbiose, en tout cas de cohabitation entre la construction architecturale et le végétal, c'est-à-dire le monde du vivant, mais aussi donc entre le minéral et la nature, et le végétal, entre l'industrie et la nature, et également ce clin d'œil aux data centers qui sont souvent cachés en pleine nature et qui fournissent aussi tout ce qui permet de faire un film, c'est-à-dire de produire du cinéma qu'on peut voir aussi s'esquisser dans cette pièce-là, puisqu'on a encore ce rapport à l'écran, cette idée de la contre-plongée, puisque le spectateur est en surplomb par rapport à l'image qu'il voit. Où il y a aussi la possibilité pour lui de se projeter en imaginant effectivement que c'est un plan d'architecture. Et dans ce cas-là, on est sur la question de la projection, puisque la projection, c'est la projection d'un film, mais c'est aussi la possibilité pour le spectateur de se projeter dans le décor. Voilà. Et donc, c'était construit de sorte qu'aussi, quand on arrive dans le lieu, puisque là, c'est pris de la rue,
il y a très peu d'informations en fait. Le spectateur ou le promeneur rentre s'il veut, hein, il n'est pas obligé bien sûr, et voilà, il découvre petit à petit en s'approchant effectivement dans les différents niveaux que tu as évoqués. Voilà, ça c'est une petite série qui s'appelle Tuya Mania, qui a été, j'ai commencé il y a très très longtemps parce que j'ai fait partie d'un groupe de réflexion autour de maisons, jardins, lotissements, avec la fac d'Angers, du reste, avant que je ne sois enseignant là-bas. Et donc, ce qui m'intéressait là, c'est que... Alors, j'ai une formule voilà, qui décrit ce travail, c'est que quand les personnes habitent dans un habitat collectif, donc HLM ou voilà, à plusieurs étages, la relation qu'ils ont au seuil de leur maison avec le végétal, c'est le paillasson. Et le paillasson, c'est un végétal mort, sec. Quand ils accèdent à la propriété, la première chose qu'ils font, c'est construire un mur autour de leur maison. Alors c'est un mur végétal et qui est vivant et qui est le tuya. C'est-à-dire qu'il y a ce jeu d'enfermement qui est là. Et ce qui m'amusait dans cette petite série, c'est de faire coïncider le mur du tuya avec le haut du toit. Voilà, donc il y a un jeu entre le toit qui vient presque s'appuyer sur le mur de tuya. Ce que je trouvais très intéressant dans ce... Oh là. Pourtant, j'appuie qu'une fois. Ce que je trouvais très intéressant dans cette série, donc qui date de 2019, c'est que... Mais qui a été commencé bien avant, hein, je ne sais plus quelle année. Ce mur... artificiel, hein, bien qu'il s'agisse de végétaux, pour clôturer des espaces privatifs, est totalement à l'opposé d'autres types de jardins, par exemple les jardins anglais, pour qui l'ouverture vers l'extérieur est absolument indispensable. Et finalement, on rejoue un deuxième enfermement après les murs de la maison. Et ça me faisait songer à un propos de Roland Cher, qui est un philosophe auquel tu te réfères, Bernard, qui a fait une communication en 2020 qui s'appelait « Habiter de l'hospitalité du vivant », où il explique que le vivant se défend de son dehors en établissant une forme de connivence avec lui, de façon à réduire sa propre vulnérabilité. Et c'est vrai à la fois pour les êtres humains, alors ce sont d'abord les parents qui protègent leurs enfants, mais petit à petit, effectivement, on se construit un certain nombre de protections, le fait de porter des vêtements, le fait d'habiter un intérieur, etc. etc. Mais dans tous les cas, il n'y a pas d'habitat qui ne soit pas un territoire ouvert, puisqu'on est sans cesse obligé de faire appel à d'autres éléments extérieurs, y compris des éléments vivants, pour assurer notre protection et donc notre survie. Et il précise à ce titre-là que la clôture de l'habitat du vivant, c'est la mort du vivant. Donc c'est assez étonnant, pour clôturer, d'utiliser de la végétation, donc du vivant. Voilà, parce qu'en fait, lui, il a toute cette réflexion sur le fait que nous sommes habités par du vivant. C'est-à-dire que tout notre organisme ne peut vivre que parce qu'il y a à l'intérieur des bactéries, etc. etc. Voilà. Voilà. Donc, on est... On retourne. Voilà. Il suffit de savoir lui parler. C'était encore Tuya Mania, ça. Ouais. Ouais, alors ça, c'était juste le dispositif de Tuya Mania, puisque je reprenais le contreplaqué filmé, qui est aussi qu'on a vu avec... non, on n'a pas encore vu celui-là, mais qu'on a vu en tout cas dans l'exposition avec Architecture en attente. Et qui s'appelle contreplaqué filmé. Filmé, je trouve que le mot parce que a son sens aussi. On l'appelle backélisé, mais moi je préfère... Enfin, il y a les deux termes, mais je préfère filmer. Dans un ancien cinéma, c'est pas mal. Là, c'est une petite série de pièces qui s'appelle Concrete Reality. Je récupère en fait des publicités de promoteurs et je trouve avec un emporte-pièce tout ce qui est issu des logiciels 3D. Donc là encore, c'est référence ou la continuité peut-être
du pavillon témoin, et je ne garde que ce qui est réel, en tout cas ce qui provient de banques de données, mais qui ont été photographiées dans le réel, que sont les personnages qui habitent ces petites architectures pour donner l'échelle, et effectivement la végétation pour promouvoir un bon vivre dans ces différents bâtiments. Le matériau qui est derrière, c'est encore du Viroc, donc ce matériau hybride entre du bois et du béton. Et ce que je trouvais intéressant dans ce... Ben là, c'est encore... Oui. Ah oui, non, vas-y. Je le remets. Cet effet de trouer, alors outre le fait que c'est encore un espace creusé dans un espace, ce qui existe aussi dans la pièce Architecture en attente, donc cette petite maquette posée sur un filet, enfin posée, enchâssée dans un filet d'échafaudage, est là... un clin d'œil, je pense, à une autre pièce de l'exposition, celle qui s'appelle Projection. Donc, ces cailloux artificiels, puisqu'en fait, c'est du béton, qui sont soumis à la projection d'une lumière bleue et qui évoquent une archéologie du futur, c'est-à-dire des ruines de bâtiments du futur, et peut-être pas dans un futur si lointain que ça, puisque une autre référence sur laquelle tu as pas mal insisté dans nos échanges, Bernard, c'est le texte de 2022 du théoricien Bruce Bégou, qui s'appelle « Obsolescence des ruines », où il explique que un certain nombre, pas toutes, mais un certain nombre, et en tout cas une très grande quantité de bâtiments récents en béton font partie de cette vaste entreprise d'obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'au bout d'une vingtaine d'années, ils sont déjà hors d'usage, en tout cas pour un usage décent en tant qu'habitation ou même bâtiment industriel, et il faut les détruire. Et quand on les détruit, en réalité, on les concasse. Alors aussi parce que la structure métallique, qui est censée être le squelette du bâtiment, est beaucoup moins importante que pour les bâtiments de béton, par exemple, des années 30, et même encore de la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on se retrouve avec effectivement des tas de petits cailloux de béton. Et donc, Bruce Bégou dit on n'aura plus de ruines au sens où on l'a entendu par le passé, qu'il s'agisse de ruines antiques ou de ruines modernes. Les ruines contemporaines sont déjà plus ou moins comme ça, et les ruines du futur le seront d'autant plus. C'est-à-dire qu'il ne s'agira pas plus de ruines, mais de petites concrétions qu'on ne pourra plus relier finalement à des édifices, à des élévations. Et le fait d'avoir comme ça troué ces bâtiments pour cette série en 2020 était déjà finalement annonciateur de ce travail pour cette exposition, mais aussi de cette théorisation sur l'obsolescence des ruines. Non, effectivement, les morceaux de Viroc que j'ai utilisés là, on le voit, c'est pas du plus beau Viroc. Il y a des, quand on achète du Viroc, il y a des surfaces plutôt très lisses. Là, c'est quand même du Viroc un peu abîmé, que j'ai un peu maltraité avec de l'eau du reste. Tu as dit tout à l'heure que tu choisissais certains matériaux pour t'amuser. Alors oui, bien sûr, il y a la notion d'amusement, mais en même temps, il y a quelque chose de... C'est pas un détail, cette attention extrême aux matériaux pour un artiste plutôt conceptuel. Ah oui, moi... c'est, au contraire, ça fait vraiment sens. Ouais. Ah non, oui, moi, j'ai un grand souci, en tout cas, du choix des matériaux. Ouais. Viroc encore, une pièce qui s'appelle Archidata. Donc il y a du Viroc qui reprend, il y a 3 images peut-être. Donc là pour le coup c'est un plateau, un peu comme ici. Des éléments... mais en miniature. Mais en miniature, voilà, des éléments qui s'érigent. Au premier plan, il y a un petit fusain, qui lui, un vrai fusain. Enfin, en tout cas, il a été acheté. Hélas, on l'a mal arrosé, moins bien qu'ici. En tout cas, ici, ils se sont bien occupés des plantes. Là-bas, peut-être un peu moins, pour fusain asséché. Mais ce qui m'intéressait là, c'est que là encore, on a le verre incrustation. Ah ben, moi aussi.
On a le verre incrustation, on a le verre du vrai végétal, et puis on a un petit dispositif qu'on aperçoit entre les planches de Viroc, qui a un peu, enfin c'est plutôt ici entre là, qui est la suite de cette pièce, puisqu'il y a une sorte d'échafaudage à l'intérieur lié à un Arduino qui est un petit programmateur qui ouvre ou ferme des circuits pour alimenter des LED vertes. Donc il y a 3 couleurs de verte. Donc Archidata, là je pense que le terme, le titre précise bien la volonté de l'artiste de parler effectivement de ce monde qui est entre le vert naturel, le vert de trucage et le vert des data centers. Là, on remonte dans le temps. Ah non, pardon, c'est encore Archidata. On remonte tout petit peu dans le temps. Là, c'était à Bourges, à Transpalette. La pièce s'appelle Séjour. Mais après, on peut accélérer un peu parce qu'après, je ne sais pas si on... Ouais. La pièce s'appelle Séjour. Donc, j'ai utilisé du mobilier de caravane que j'ai assemblé. En fait, l'idée au départ, c'était d'utiliser une vraie caravane, de la couper. Mais de toute façon, je me suis aperçu très vite qu'elle ne pouvait pas rentrer dans l'espace. Donc, il a fallu acheter du mobilier et on a reconstitué en fait l'équivalent d'une caravane. Et là encore, c'était cette idée d'amener une caravane. Par définition, c'est un habitat assez restreint qui permet de se déplacer dans le paysage. Là, tout à coup, le paysage fixait la caravane dans un paysage, mais qui était, là encore, artificiel, puisqu'il reprenait un peu comme dans Panorama, une représentation de paysage un peu comme fait avec des logiciels de 3D. Et donc, il y avait un petit clin d'œil entre le mot séjourner et le mot séjour. C'est pour ça que la pièce s'appelait Séjour. Ah, c'est pas possible. Voilà, très vite aussi, là, c'est la pièce qu'on a vue en Viroc qui s'appelait Végétation. Là, c'était pour une expo qui s'appelait Faire chantier. C'est encore du Viroc. C'est encore une représentation de territoire avec du verre incrustation. Ce sont encore des fluos. Là, pourtant, je vais vraiment appuyer une fois. Hein. Non, mais on peut, c'est bon, on peut aller s'arrêter là. Là, tout récemment, finalement, tes dernières productions avant celles spécifiquement pensées pour la galerie Fernand Léger. Voilà, là on est à Saché, à l'atelier Calder, et donc c'est un espace qui est extraordinaire, en pleine campagne. Voilà, et donc je commence à travailler aussi avec des matériaux peut-être que j'utilisais pas trop encore. Que sont des branches d'arbres. À droite, vous repérez qu'il y a une veste. Cette veste, c'est celle qui est aussi dans l'installation ici. Cette pièce s'appelle Arborescence. Et donc, j'ai peint juste quelques rameaux en direction de cette veste avec le verre incrustation. Alors, je ne sais pas si on doit appuyer ou pas. Non, parce que là, non, je reviens en arrière. Voilà, ici. Dans cette branche est disposé au sol un petit moniteur qui diffuse une image là de bryophyte, là encore la racine de notre, ou l'origine plutôt de notre vivant. Et c'est pris en contre-plongée dans un arbre et il y a juste quelques gouttes. C'est des petites vidéos que je fais qui s'appellent des one-minute vidéos, un peu comme la vidéo qui est à l'entrée de la galerie. Et donc, c'est des petits moments, il ne se passe pas grand-chose, mais à l'œil, mais néanmoins, il y a toute une vie qu'on ne voit pas, ou mais qui se fait là. Voilà un autre angle de vue.
Ça, c'est beaucoup plus ancien. Ça s'appelle Maison Extension. Bon, très vite, voilà, là pour le coup, la nature est figurée par des écrans comme une extension comme ça de l'extérieur de la maison. Alors oui, cette pièce-là est importante puisque c'est maison télé, donc 99 peut-être, et c'est une photo qui a été prise ici, puisque j'ai été coloréat avec Tania Moreau de la Bourse d'art monumental de la ville d'Ivry. Et donc, c'est l'installation que j'avais proposée avant que je ne sois nommé l'artiste qui allait réaliser une pièce qu'on va voir juste après. Donc 99, là je suis encore dans le pavillon, ou en tout cas dans les maisons. C'est aussi l'histoire des flux qui traversent l'architecture. Un peu comme dans Pavillon témoin, cette histoire d'images et d'écran entre intérieur et extérieur, voilà, là on le retrouve encore plus ici. Donc ce sont des téléviseurs qui sont en fonctionnement sur les chaînes. Il y avait deux maquettes. Il y avait 5 moniteurs, 3 dans une, 2 dans l'autre, et ils étaient branchés vraiment en direct sur le réseau, on dirait maintenant TNT, mais donc les gens qui gardaient m'ont maudit parce qu'ils avaient les jingles de pub quand ils rentraient chez eux dans la tête. Et ce qui m'intéressait là, c'est cette luminescence. À l'époque, je lisais beaucoup Virilio, et il avait cette petite phrase, alors je résume bien sûr, mais voilà, il disait que une architecture, c'est avant tout un abri bien sûr, mais il faut une porte. Ensuite, on a inventé la claustra, qui est au-delà de la porte, un échange avec l'extérieur. Ensuite, une fenêtre, ensuite une porte-fenêtre, et ensuite le téléviseur et l'ordinateur. Donc voilà, j'étais dans la suite de cette pensée. Et on aperçoit en haut à droite un petit moniteur qui, lui, était relié à une caméra de surveillance. C'est-à-dire que le dispositif et les spectateurs étaient amenés dans ce chaos cathodique à l'intérieur de cette luminescence en direct. On en arrive à Géographie commune, qui est donc l'œuvre que tu as mise en place dans le cadre de cette bourse d'art monumental d'Ivry, qui est une œuvre de 2003, qui était installée dans un groupe scolaire qui était tout récent à l'époque. Oui, qui a été construit pour le... Ouais. Et dans ce qu'on appelle une rue intérieure, qui correspond en architecture plus ou moins à une nef d'un édifice religieux ou au centre d'un navire aussi. Oui, en tout cas, c'est vraiment la séparation entre... Enfin, tant mieux pour eux, mais c'est d'un côté, il y a la maternelle et de l'autre côté, il y a les classes primaires. Mais c'est un édifice, à chaque fois je dis lycée ou collège, parce qu'il a vraiment les dimensions, ce bâtiment a vraiment les dimensions d'un lycée ou d'un collège. Et donc il y a une cage d'ascenseur qui était là pour distribuer les étages pour je pense les personnes à mobilité réduite. Et donc travaillant sur les flux qui traversent et les caméras, les habitats, et ayant un écho aussi avec la surveillance et les caméras de surveillance. Donc j'achète une photo de spot image. Et ce qui m'intéressait dans cette photo, c'est que c'est traité à la fois avec, je ne sais plus si c'est CMJN ou RVB, mais il y a en plus une caméra thermique. Donc ça amène une représentation qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est une image assez un peu étrange. Et j'ai fait en fait traduire par une association ici d'aide à l'apprentissage du français, des adverbes de lieu. Donc voilà, il y a différentes langues. Et je les ai disposés sur cette carte comme des noms de lieux ou de villes qui sont là. Donc on est dans une géographie qui est effectivement commune à pas mal de personnes.
Et une anecdote, c'est qu'il y avait un malgache qui voit un des mots traduits en malgache et qui me dit mais vous êtes et qui voit mon nom, il dit mais vous êtes de la famille du révérend Calais. Je ne m'attends pas du tout. Et donc il était très ému qu'un Calais puisse avoir mis un mot comme ça en malgache. Alors dans le titre géographique commune, il y a effectivement ce mot commun qui est extrêmement important pour toi, à la fois parce que sans doute cette exposition repose sur l'idée de faire commun, de refaire commun avec le vivant, sachant que l'être humain fait lui-même partie du vivant, mais plutôt que d'être dans un rapport de domination, d'être dans un rapport de partage, qui est bien la définition du commun. Et finalement, avec cette proposition pour Ivry, les maisons télé que tu as évoquées juste avant, déjà présentées ici à la galerie, et cette exposition entre là, il me semble que la question que tu nous adresses à chaque visiteur, mais aussi au collectif qu'on constitue en étant ici rassemblés, finalement, c'est toujours comment habiter un lieu, comment cohabiter, comment y habiter ensemble. Et par rapport à ce qu'on expliquait tout à l'heure sur cette interdépendance du vivant avec d'autres organismes vivants, la question de l'hospitalité. C'est-à-dire que puisque nous abritons, chaque être vivant abrite toujours un autre être vivant, ne serait-ce que des parasites qui ne sont pas toujours négatifs, ou bien effectivement des bactéries qui sont même absolument essentielles à notre survie, on doit cohabiter, mais on doit aussi être hospitalier. Et finalement, dans ces balades, alors cette errance que tu as recherchée à Ivry, mais qui me semble tu recherches à peu près partout où tu vas. Tu as dit, quand j'arrive dans une ville, je cherche à me perdre. Oui, mais c'est vrai. Et cette idée de se départir de repères trop faciles, ce que je trouve très intéressant pour quelqu'un qui travaille sur des cartes et des images très précises satellitaires. Il y a aussi cette idée de recouvrer sa liberté. Et justement, c'est au cours de ces balades, au cours de ces errances souhaitées, presque programmées, puisque tu t'intéresses aussi aux data, tu programmes le fait de te perdre. J'y arrive pas du reste, hein. Parce que j'ai un assez bon sens de l'orientation. J'arrive pas à me perdre. Damned. Tu retrouves justement aussi des images de la liberté, de plantes sauvages qui se glissent dans les interstices de la ville, dans les failles d'un goudron, les margelles d'un trottoir, et notamment les plates-bandes cultivées, puisque les plantes sauvages qui poussent dans les plates-bandes cultivées ont un nom particulier. Ce sont des plantes dites adventices. L'adventisme, comme l'idée adventiste, c'est l'idée qui arrive par hasard. Elles arrivent presque par hasard. En réalité, pas tout à fait, parce qu'il faut que le milieu, donc la terre, les accueille, soit propice. Et elles rentrent à ce moment-là en concurrence, dans une forme, en tout cas qu'on peut voir comme une lutte, avec les plantes cultivées de la plate-bande, puisqu'elles vont vouloir la même lumière, la même eau, les mêmes minéraux de la terre. Et on se rend compte qu'un certain nombre d'espèces peuvent tout à fait cohabiter. Et on pense souvent que ces plantes adventices ou sauvages sont endémiques, sont les plantes qui naturellement sont là, ce qui n'est pas du tout nécessairement le cas, puisqu'on peut avoir quelqu'un qui a amené une plante exotique dans un jardin et qui va très bien se plaire dans la plate-bande municipale. Et ça, c'est extrêmement intéressant aussi de se rendre compte que dans tous les noms de plantes que tu as pu convoquer dans cette exposition, alors dès la vidéo générique qui fait suite à ces engins de chantier qui semblent s'affronter comme des dinosaures d'un jeu d'enfant, pour reprendre l'expression de Robert Smithson. L'artiste américain qui avait travaillé justement dans des espaces, pour le coup, qu'on disait vraiment sauvages, hein, les grands déserts américains, et qui regardait en fait les différentes machines de chantier qui creusaient
le sillon que lui avait dessiné, comme des dinosaures en train de se battre, mais des dinosaures cuirassés, c'est-à-dire qui auraient acquis une protection supplémentaire par rapport aux animaux. Donc on est aussi toujours sur cette idée, finalement, de lien très fort entre la nature sans intervention humaine et l'intervention humaine qui ne la dessert pas naturellement, de même que la prolifération du vivant que tu as été observé en notant scrupuleusement par un processus de récollement, hein, comme les scientifiques ou les bibliothécaires, et non pas de récolte, c'est important de le préciser. Récolte par photo. Voilà. Sauf que tu nous as pas mis les visuels, mais seulement les noms, tu l'expliqueras. Toi aussi, tu rejoues cette prolifération dont parle l'anthropologue Anna Tsing. Tu disais finalement que c'est presque à la fin du montage que tu t'es rendu compte à quel point ce petit livre qui a été publié en 2022 à Marseille, enfin pour sa traduction, t'avait accompagné sans que presque tu t'en rendes compte pendant que tu pensais les pièces, pendant que tu les produisais. Mais le fait de les accrocher et de les rassembler, t'as fait... Et Anna Tsing dit que l'homme a envahi le monde, finalement a lui-même proliféré sur tous les territoires, et qu'en retour, le vivant prolifère. Oui, il se défend. Et se défend. Alors parfois, l'homme peut le regarder d'une façon négative. Je pense aux algues, aux sargasses, etc., qui sont effectivement toxiques, et pour l'homme directement, et pour la préservation des paysages et d'autres écosystèmes. Mais il y a aussi des proliférations qui ne sont pas du tout négatives et au contraire bénéfiques. Tu parlais des bactéries. Il y a un certain nombre aussi de champignons, voilà, les antibiotiques sont une prolifération qui peuvent sauver des vies. Il y a comme ça plein de proliférations, et notamment cette cohabitation entre des cultures artificielles et des cultures sauvages. Et c'est finalement ce grand film que tu nous proposes. Oui, en tout cas, c'est effectivement cette balade en ville, tout à coup, donc c'est une ville que je connais un peu, puisque ayant exposé déjà, en tout cas je ne la connais pas parfaitement, mais tout à coup, je me suis mis à regarder effectivement au ras du sol, un peu comme les chiens, quoi. Et donc c'est assez intéressant de changer aussi de point de vue, non pas quand on visite une ville, généralement on visite les bâtiments, on rentre dans les musées, etc. Et là tout à coup... mais c'est aussi géographie commune, c'est aussi voilà, tout ce travail, c'est aussi forcément l'atelier Calder. Tout à coup, le regard change un peu et on se met à regarder des choses que peut-être on regardait un peu moins, ou comme ça on disait ah bah oui tiens c'est marrant ce truc là qui pousse tout seul. Voilà, donc ça a été ça. Et là je dois quand même citer la personne qui m'a aidé à identifier, parce que moi je suis pas même si j'ai fait un lycée agricole, j'ai pas et je m'intéressais aux plantes à l'époque. Enfin, c'est vraiment ça qui me fascinait, plutôt que les formules chimiques des engrais et des pesticides. Mais voilà, en tout cas, cette personne est là. C'est elle c'est ma compagne, et qui m'a aidé à identifier les 60 noms de plantes qu'on a trouvés comme ça au hasard de nos promenades. Enfin, ça s'est fait sur un week-end, hein, donc ça n'a pas été... on aurait pu, je pense, en trouver beaucoup plus, mais c'est de s'apercevoir finalement qu'il y a une diversité, mais qui est monstrueuse, quoi. Enfin, le vivant, c'est incroyable, quoi. Et effectivement, ces petites plantes qu'on aurait eu tendance à un moment donné, en tout cas, à éradiquer... parce que ça fait moche sur le goudron. Tout à coup, maintenant, de plus en plus, quand même, les gens s'en préoccupent et s'en occupent. Donc, ça c'est pas mal. Alors, je ne sais plus quelle était la question, parce que je me suis un peu égaré. Non, mais justement, comme tu reparlais de géographie commune et de ce travail sur les mots, les langues, avec cette association d'accueil aux migrants que tu avais rencontrée à l'époque à Évry, oui. Tu disais que ça avait été un déclic aussi pour toi de regarder cette migration végétale par rapport aux migrations humaines.
Je te laisse, puis je rebondirai. Oui, parce qu'effectivement, il y a la question. Quand on regarde ces plantes, on s'aperçoit que c'est exactement la symétrie ou en miroir ce qui se passe avec les humains. C'est-à-dire que les gens qui, pour des raisons X ou Y, traversent les frontières et trouvent tout à coup dans une nouvelle vie un peu plus sereine, c'est exactement la même chose que ces plantes qui, à un moment donné, trouvent effectivement un petit milieu qui les accueille. Et qui, voilà. Donc, à un moment donné, il y a des gens qui mettent des pesticides pour virer ces plantes. Le chien-dent, voilà, et qui mettent, je sais pas quoi, des gardes-frontières pour éviter la propagation. Donc, effectivement, il y avait quand même dans cette... Lequel chien-dent est ensuite parfois recherché dans certaines plates-bandes. Oui. Mais effectivement, le fait de m'intéresser aux plantes, j'avais effectivement en tête la symétrie avec ce que j'avais développé pour Géographie commune. Alors, une petite remarque aussi, c'est que Maison Télé, j'avais utilisé que les chaînes françaises parce que au départ, je voulais que ça parle différentes langues. Mais il fallait une parabole, c'était trop compliqué de mettre une parabole sur les immeubles au-dessus, et donc voilà. Donc qui sont classés. Voilà. Donc je me suis résolu à ne prendre que les chaînes françaises, mais donc il y avait aussi déjà dans les maisons télé cette volonté de croiser plusieurs, puisque le chaos cathodique, en fait, est le même, qu'on soit en Chine, aux États-Unis ou en Allemagne. Mais par contre, la langue, elle, dit beaucoup d'une identité et d'un lieu géographique. Et ce qui me paraît très intéressant, donc tu as choisi que nous n'ayons que les noms de ces plantes sauvages. Alors, il y a un goût du mystère ou du suspens. On y reviendra, suspense, comme au cinéma, comme dans les bons films. Mais également, cette volonté de ne pas être didactique, mais de laisser une certaine liberté au spectateur, et plutôt de susciter sa curiosité et de le laisser devenir acteur de sa visite, et sans doute aussi que sa visite puisse continuer ensuite soit tout simplement en allant chercher l'image, le visage presque de ces noms de plantes dont il en aura peut-être retenu un certain nombre, ne serait-ce que par leur caractère poétique, ou bien mystérieux, puisque tu avais mis les noms des plantes cultivées en latin et les noms des plantes sauvages en français, alors que très souvent on a plutôt le contraire. Donc c'était une façon aussi de déjouer les dénominations plus courantes, j'allais dire ordinaire, mais c'est pas tellement ordinaire quand même. Et puis, ce lien entre les questions de migration sont également présentes à double titre. D'abord parce que la vidéo avec laquelle le visiteur est accueilli directement dans l'escalier depuis la rue s'appelle Terra. Non pas seulement parce qu'il s'agit d'engins qui soulèvent la Terre, mais encore une fois avec une dimension un peu plus complexe à aller chercher en relation au terra, je fais un petit raccourci, mais au terra incognita, donc les terres inconnues, ce monde nouveau découvert à la Renaissance par les grands explorateurs. Et donc, on est déjà sur ces questions coloniales, ces questions d'envahissement de territoire. Et on s'aperçoit que ce registre des migrations coloniales et des dominations humaines sur d'autres hommes, mais aussi sur des territoires, et donc le monde du vivant en général, des végétaux, mais aussi des animaux d'ailleurs, d'autres animaux que l'humain en tout cas, ont des registres communs, et souvent ce vocabulaire de l'envahissement a été puisé dans le registre du végétal, et de la même façon un certain nombre de discours, y compris les plus ignobles qu'on peut entendre aujourd'hui à propos des questions migratoires, puisent aussi à ce même vocabulaire, donc la peur de tout ce qui est
diversité, le rejet de la diversité, la peur de l'invasion. Hein, on parle de plantes invasives. On parle de conquête aussi de certains territoires quand on veut parler de prolifération. Et puis, finalement, la plantation, qui est le grand mot colonial, se définit aussi par cette violence. On parle de transplanter des populations sur un territoire qui n'est pas le leur, mais pas seulement des humains, aussi des animaux et des végétaux. Et d'ailleurs, on parle donc de transplantation, mais aussi de déracinement. Et il faut ensuite refaire racines, refaire réseau, refaire rhizome, ramification, etc. Finalement, ce registre végétal vient désigner tous les déplacements forcés. Et en retour, très souvent, l'humain considère les végétaux comme étant totalement immobiles. Ce qui est donc absolument faux, puisque ne serait-ce que par nos pas, même dans une ville, on transporte des graines, que nos détritus nourrissent des rongeurs et d'autres animaux qui sont aussi des semeurs. Et par la prolifération des graines, prolifèrent les animaux pollinisateurs et donc de nouveau la végétation. En tout cas, c'est assez intéressant de voir que ces métaphores presque guerrières, en tout cas très, très martiales, ou la notion de viralité, quand on parle de prolifération, qui n'ont d'ailleurs aucun fondement scientifique, parce que ce n'est pas du tout les mêmes modalités de développement. En tout cas, on projette sur le monde végétal un certain nombre de nos sentiments de peur à l'égard des migrations humaines. Et c'est assez, avec cette volonté de contrôle, de mesure, etc., qui en disent long sur notre rapport à l'autre, celui qu'on pense nécessairement étranger à lui-même. Et tu te réfères à un certain nombre de philosophes, mais aussi d'anthropologues, qui, eux, insistent sur la notion de partage de ces territoires, de cohabitation, avec parfois la nécessité pour l'être humain, sans doute, de se retirer totalement, transitoirement ou à plus ou moins longue échéance de territoires où il y a vraiment des espèces vivantes autres que humaines menacées, mais on est plutôt dans une recherche de diplomatie, de tolérance, d'écoute, d'attention, et de regarder que nos modalités d'être ne sont pas si différentes et qu'on peut effectivement être des espèces hospitalières les unes par rapport aux autres. Et peut-être à cet égard, est-ce que tu peux raconter comment toi tu vois les liens entre les œuvres de l'exposition, comment tu as pensé cette organisation spatiale? Alors, effectivement, puisqu'on parle de plantes, on parle de sol, etc., un des premiers constats, c'est que quand on rentre dans cette galerie, on descend, on rentre dans le sol. Et on rentre dans un sol qui a été prévu pour être un cinéma. Donc ça, mais déjà, quand j'avais exposé il y a quelques années, c'était déjà quelque chose qui m'avait intéressé ou perturbé. Il y a vraiment cette idée, et c'est pour ça que la vidéo Terra est au niveau de la Terre, et petit à petit, on creuse, on descend comme une taupe, comme ça, à l'intérieur de la Terre, et petit à petit, effectivement, on croise, comme peut-être une taupe croise un caillou, une racine, un truc, un machin, dans la vraie Terre. Et tout à coup, une plante de chez Ikea. Voilà, et tout à coup, une plante de chez Ikea. C'est-à-dire que voilà, c'était vraiment construit comme ça. Et puisque c'était un cinéma, donc effectivement, le générique, ce que j'appelle la pièce qui s'appelle générique, et étrangement, elle est à l'entrée de l'exposition. Un générique, normalement, c'est ce qui clôture un film, ce qui arrive à la fin. Là, pour le coup, enfin, un générique de fin. Là, c'est ce qui... Et c'est la liste, effectivement, des 60 plantes et des 6, 7, je ne sais plus, plantes dites Ikea. Ce qui m'intéresse là, c'est que je mets en tension
plantes qui renvoient d'ailleurs à la colonisation, parce qu'aucune des variétés que tu as choisies méticuleusement ne sont endémiques en France. Donc. Voilà, elles viennent, et elles sont en tout cas cultivées, je ne sais trop où, soit c'est en Hollande, soit c'est en Chine, il ne faut pas se le cacher. Et ce qui m'intéresse aussi dans ces plantes qui viennent d'ailleurs, par container, c'est aussi le fait que c'est pour ça que le Ikea, alors on n'a pas pu les acheter là-bas pour des histoires internes au contrat, enfin bon, peu importe. Mais j'ai repris, en fait, j'ai choisi sur Ikea et j'ai acheté chez Truffaut. Mais c'est les mêmes. Voilà, parce que ce qui m'intéresse là, d'aller chercher des plantes chez Ikea, c'est que les gens achètent, je sais pas, vont chez Ikea pour acheter un meuble, un bibelot, de la vaisselle, je sais pas quoi, un dessus de lit, et puis tout à coup tombent sur une plante, ils disent ah bah tiens, ce serait pas mal chez moi. Et en fait, la question de la plante, elle est pas du tout interrogée comme étant du vivant, mais elle est juste amenée à l'état de quelque chose de décoratif. Je vais mettre ça va faire du verre, souvent les gens disent. Voilà. On ne se pose pas la question. Donc cette idée était intéressante, puisque on est dans un cinéma, le fait d'utiliser bien sûr les couleurs incrustations, qui je le dis au passage, sont les deux couleurs les plus présentes dans le vrai paysage, hein, le vert et le bleu. Amener comme ça, mettez ces plantes un peu comme des non pas des acteurs, parce que les pauvres, elles ne disent pas grand-chose, en tout cas, elles n'ont pas la parole, mais en tout cas, voilà, une présence... des acteurs muets. Voilà, des acteurs muets, ou des... j'ai plus le terme en tête, là, peut-être ça me revient. Des objets de décor, des figurants. Parce que dans figurant, il y a le mot figure qui est aussi important. Voilà, et toutes les plantes qui, effectivement, qu'on a... récupérées, en tout cas, sont inscrites dans le verre, donc qui sont liées, bien sûr, au sol. Donc c'est cette tension entre les deux. Et si on projetait une image sur les fonds d'incrustation vert ou bleu, comme ils sont en blanc, tu m'as expliqué qu'ils apparaîtraient comme les noms des plantes sur la vidéo générique. C'est-à-dire ils resteraient visibles malgré n'importe quel paysage artificielle, mais qui renverrait à la nature, qu'on pourrait projeter sur ces... Elles seraient de toute façon inscrites, on ne pourrait pas les gommer. Enfin, sauf avec un logiciel pour effacer. Mais en tout cas, effectivement, si je prenais une caméra, je filmais, j'amènerais n'importe quel paysage, mais il y aurait toujours en réserve les noms de ces plantes. Donc il y a vraiment aussi cette histoire quand même d'inscription dans le sol et de quelque chose qui est enraciné, comme nous le sommes là actuellement dans cette salle sous terre. Ensuite, effectivement, quand on passe le petit sas entre les deux salles, j'ai voulu que le plateau, puisque quand on faisait le montage, les personnes qui m'ont aidé, les assistants, me parlaient de table, et j'ai dit non, c'est pas une table, c'est un plateau. Je voulais vraiment ramener cet élément de cinématographique, plateau de tournage. Et ce qui m'intéressait là, c'est que effectivement, là encore, entre les deux espaces, j'amène un entrelac, une liaison entre ces deux types d'espaces, puisqu'on retrouve la continuité de ce plateau dans l'espace après. Il y a le bleu qui figure peut-être le ciel, qui lui est commun. Donc voilà, on est dans un autre espace. Ensuite, dans la partie qui serait, si cet espace avait été un cinéma, parce que finalement, il n'y a jamais eu ça n'a jamais été... ça a été conçu pour être un cinéma, mais c'est devenu un centre d'art. La partie, donc, écran de projection, là, j'ai disposé un filet d'échafaudage avec une impression d'un lieu en transformation à Ivry, puisque là, la photo a été prise en septembre, je crois, et là, depuis, le bâtiment n'est pas en train de se construire, mais en tout cas, les fondations sont là, etc. Et effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai utilisé le contreplaqué filmé et l'architecture ou l'ébauche d'architecture, puisque cette pièce s'appelle Architecture en attente, et comme ça, et là, un peu en suspension, il y a juste un petit carreau de verre, un petit rectangle de verre
qui bien sûr a les proportions d'un 16/9, et qui est là, qui rappelle aussi l'écran, un peu comme peut-être dans les maisons télé ou dans la pièce Pavillon Témoin, qui est là pour montrer que quelque chose est en train de se passer. Architecture en attente, voilà, on ne sait pas exactement, il y a du suspense. Il y a aussi une possibilité de se projeter. Il y a le pouvoir évocateur de ces matériaux et de ces registres différents que tu convoques, celui du cinéma, celui de l'architecture, celui du monde végétal et sans doute du monde vivant, parce que les plantes là sont comme des métaphores du vivant en général. Il n'y a pas de figure humaine dans ton travail, mais finalement les plantes nous représentent aussi, c'est-à-dire elles sont la métaphore de tout vivant que toi tu considères effectivement dans cette idée de faire communauté. Et finalement, il y a un pouvoir évocateur de ces matériaux, d'images, de sensations, que chacun est libre ou pas de convoquer, ou chacun est libre de vouloir se projeter, même dans une toute petite architecture. Cette idée du suspens, du mystère, comme cette veste qui renvoie à une performance dansée dans l'atelier Calder l'été dernier. Ces différents détails, ou avec cette chaise, on peut imaginer que c'est la chaise du réalisateur d'un tournage en suspens. Il y a plein de... Le fait que ce filet d'échafaudage ne soit pas tendu, flotte, bien plus encore d'ailleurs qu'il ne flotte quand il est sur un échafaudage auquel il est quand même lié. Il y a cette idée effectivement du suspens qui laisse beaucoup de liberté aux visiteurs dans ces mouvements de circulation que tu as décrits, mais aussi dans la façon dont il peut recevoir et se projeter lui-même mentalement et physiquement dans ton travail. En tout cas, ce qui est très important, c'est que pour moi, le spectateur, effectivement, n'est jamais ou très très peu représenté, mais je crois qu'il n'est jamais... je ne crois pas avoir de pièce où on voit un personnage. Mais par contre, il est mais fondamental. C'est-à-dire que c'est lui déjà qui donne l'échelle et c'est lui qui active les pièces. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de spectateur, c'est du contreplaqué et de la couleur verte. C'est-à-dire que c'est le spectateur qui... une peinture, je sais pas, quelqu'un qui fait de la photo, qui fait de la peinture, qui fait de la sculpture, je pense qu'elle existe en tant que telle, dans les matériaux, dans les formes, etc. Une installation, enfin pour moi, en tout cas mes installations, s'il n'y a pas de spectateur, c'est un tas de matériaux. On est à point P ou on est, je sais pas où. Alors, il y a une petite organisation. Donc, c'est vraiment le spectateur qui va activer, effectivement, alors en se projetant, en lisant peut-être les feuilles de salle pour, comme ça, avoir un peu des idées. Mais c'est lui qui va activer. Donc, ça, c'est essentiel. Et c'était quoi l'autre question ? Et effectivement, j'ai l'habitude de dire que je fais une installation d'installation. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est bourré de ricochets. C'est-à-dire que le Saturne, qui est donc la grande installation avec les plantes et les fonds bleus et verts, sont repris. Donc dans l'autre partie, il y a un clin d'œil, effectivement, le verre incrustation, on le retrouve dans la veste. Les pierres qui font partie de l'installation, et puis on les retrouve en béton dans la partie projection. Le bleu, la projection vidéo, on la retrouve dans le bleu, dans le vert ou le bleu incrustation. Ce sont effectivement que des entrelacs, que des jeux d'écho, de jeux de relations entre les pièces. Et c'est effectivement d'un jeu de ping-pong. Voilà, ping-pong. C'est le spectateur qui se fait sa petite cuisine, en fait, qui active et qui il faut qu'on conclue. Je voulais juste terminer peut-être sur cette idée du dialogue entre les pièces, finalement que chaque visiteur peut écrire. Avec une citation du philosophe Baptiste Morisot que tu as beaucoup lu et que il faut que je relise beaucoup, qui explique que finalement dialoguer avec les autres vivants, c'est d'abord leur signifier notre présence et éprouver avec joie la consistance de leur altérité. Il y a quelque chose de l'ordre de la joie, de la trouvaille et de la joie
devant un spectacle cinématographique dans cette cohabitation que tu proposes. Voilà, c'est un commun joyeux avec le vivant, un accueil. J'espère.